Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 12h30 au Caire. C'est la dernière heure de notre transmission langue française sur NAL TV aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être parmi vous pour discuter un peu de notre continent noir et avoir un retour sur l'Afrique et plus spécifiquement des nouvelles du continent noir. Et on aura bien sûr on va discuter des élections en Égypte aussi comme notre sujet principal. On commence tout de suite nos nouvelles avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du président gambien Adama Barrow. L'appel a porté sur l'évolution des relations bilatérales entre l'Égypte et la Gambie et sur les moyens de les renforcer, notamment à la lumière de la célébration cette année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de poursuivre la coopération et la coordination en tous les domaines, en particulier dans les secteurs économiques du développement et de l'éducation. Al-Sisi et Barrow ont également discuté de nombre de questions régionales, y compris les derniers développements de la situation en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. Al-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur de la réalisation de la stabilité dans la région, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face aux défis et mettre fin aux conflits dans le respect de la souveraineté des États, de l'intégrité de leur territoire. Passons aux élections en Égypte. Les Égyptiens poursuivent dimanche le vote pour le second tour des élections législatives de 2025 dans 10 gouvernorats. Le directeur de l'organe exécutif des élections ou l'autorité nationale des élections, Ahmed Benderi, a tenu une conférence de presse sur les derniers développements de la deuxième journée du second tour des élections dans les circonscriptions annulées du premier tour. Benderi a déclaré que le scrutin se déroule normalement dans tous les bureaux de vote dans les circonscriptions concernées. Il a appelé les électeurs à participer au vote d'une manière positive, ajoutant que le premier jour du vote avait connu une forte participation. Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, pour parler des élections, on a le plaisir d'avoir en ligne Dr Saïd Fathi, analyste politique. Dr Fathi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, docteur Saïd Fathi, on parle aujourd'hui des élections et plus spécifiquement les élections dans 27 circonscriptions des 30 annulées. Comment évaluez-vous le bon déroulement de la deuxième phase des élections législatives 2025-2026 au regard des procédures annoncées par l'autorité nationale des élections? Permettez-moi tout d'abord de dire quelque chose de très important de mon point de vue personnel, c'est que bien sûr, comme nous le savions nous tous, les élections actuellement se déroulent dans une manière correcte et ferme, grâce à l'intervention de notre grand héros, le président Sisi, qui a pu s'intervenir, auquel il y a eu quelques petites erreurs. C'est pour cette raison-là, il a eu le droit, bien sûr, quand il est au pouvoir,
de prendre des décisions fermes et correctes en s'intervenir pour essayer de régler quelques petites erreurs qui ont été commises grâce aux premières phases de ces élections-là. Bien sûr, comme nous le savions nous tous, les élections actuellement, après le déroulement et l'intervention du président Sisi, ils ont commencé bien sûr à suivre le bon chemin et essayer bien sûr de laisser toutes les fautes qui ont été commises pendant la première phase qui a eu lieu au début de 2 mois à l'avance. Docteur Saïd Fathi, alors, dans quelle mesure l'organisation des différentes étapes électorales contribue-t-elle à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et dans les institutions représentatives? Comme nous le savions bien sûr, nous tous, qu'il y a 2 grands ministères dans le gouvernement qui tiennent la responsabilité bien sûr pendant le déroulement de ces élections législatives. Le ministère de la Justice d'une part et d'autre part le ministère de l'Intérieur. Chacun, bien sûr, par ces 2 grands ministères, a son rôle qui doit être bien joué. Le rôle du ministère de l'Intérieur, bien sûr, est un rôle très important, très efficace, c'est de garder, bien sûr, la sécurité hors des endroits ou des places auxquels il y a les élections. D'autre part, bien sûr, le ministère de la Justice, il tient à la responsabilité de terminer tous les efforts et tous les emploiements de ces élections-là. Il y a un grand nombre de personnages égyptiens, bien sûr, ont assisté à ce déroulement-là grâce, bien sûr, à ce grand changement qui a été pris à cause de voir, bien sûr, des choses qui circulent dans une bonne situation et dans une situation correcte. Quelque chose qui a été très différent à ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois. Bien sûr, quand on voit que toutes les choses suivent le bon chemin, bien sûr, il y a une certaine, comment dirais-je, une certaine attention du peuple de se diriger vers pour essayer d'accomplir leur devoir dans cette étape-là. Docteur Saïd Fathi, quel rôle jouent ces élections dans le renforcement du fonctionnement régulier des institutions parlementaires en Égypte? C'est un rôle très important, bien sûr. C'est grâce, comme nous le savions tous, à l'Assemblée du peuple qui tient la responsabilité de suivre la vie en général dans notre pays. Nous savions notre pays, l'Égypte, est un grand pays parmi les grands pays arabes et africains et dans le monde en général. C'est bien sûr que la Constitution, bien sûr, doit être bien réglée, doit être pour essayer de réaliser quelque chose de bien pour l'avenir et la prospérité de ce pauvre peuple qui a subi pendant quelques années. Bien sûr, on a besoin de changer l'avenir pour essayer de faire quelques bonheurs et une certaine prospérité pour le peuple égyptien. Et je tiens à le dire, bien sûr, que je crois de mon point de vue personnel, actuellement, à partir du prochain 2 mois, il y aura un très grand changement dans les différents domaines et dans les différents départements, dans les différents ministères dans notre pays. Docteur Saïd Fathi, si vous parlez des changements, alors une dernière question s'il vous plaît. Quelles sont les priorités attendues du nouveau Parlement, notamment pour accompagner les efforts de développement économique et social au cours de la période à venir? Nous savions, j'ai déjà dit, et je tiens toujours à répéter une autre fois, si vous me le permettez, bien sûr que le Parlement est en train de jouer un rôle très très important, très efficace, surtout pendant cette période-là. Il compte bien sûr d'essayer d'avoir des très grands changements dans les différents domaines, soit politiques, soit économiques,
et surtout le point de vue économique, car nous avons passé à une certaine période qui était un peu terrible. De mon point de vue, on essaie bien sûr de changer pour l'avenir de notre peuple qui a le droit et qui doit recevoir le bonheur pour l'avenir, bien sûr, du peuple égyptien. Bien sûr, c'est un rôle très important, très efficace. S'il n'y aura pas des gens corrects, des gens réguliers qui pourront jouer leur rôle d'une manière convenable, j'espère bien sûr que nous aurions quelque chose de bien pour l'avenir et très prochainement, il y aura un très grand changement dans notre pays que nous tous nous respectons. Docteur Saïd Fathi, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective, vous souhaitant une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne avec notre programme et le Conseil de sécurité qui a affirmé que 2 pays africains figurent parmi les 5 nouveaux membres non permanents de la période de 2026-2027. Ces 2 pays sont la République démocratique du Congo et le Libéria. Outre ces 2 pays africains, la Lettonie, Bahreïn et la Colombie ont aussi été accueillis comme nouveaux membres non permanents. Je vous laisse suivre ce commentaire. Le Conseil de sécurité a accueilli 5 nouveaux membres non permanents pour la période 2026-2027, dont 2 pays africains, la République démocratique du Congo et le Libéria. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC a promis une contribution de son pays dans le chemin de la paix. En ce qui concerne la paix et la sécurité, nous contribuerons activement aux discussions sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En tant que pays hôte depuis plus de 2 décennies de l'une des plus grandes missions de maintien de la paix, la RDC a acquis une expérience concrète des défis et des limites de ces instruments, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Diplomatie et consensus sont les éléments que le Libéria entend encourager pendant ce passage au Conseil de sécurité. Le Libéria se présente devant le Conseil de sécurité guidé par son expérience et ancré dans la Charte des Nations Unies. Nous sommes attachés à la diplomatie car nous avons payé le prix de son absence. Nous sommes déterminés à établir des ponts, à encourager le consensus et à contribuer de manière constructive à un monde plus sûr, a expliqué le représentant permanent auprès des Nations Unies, Libéria. Outre la RDC et le Libéria, la Lettonie, Bahreïn et la Colombie ont aussi été accueillis comme nouveaux membres non permanents. Passons au Somalie, qui assume en janvier la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, une responsabilité diplomatique symbolique qui intervient alors que le pays poursuit ses efforts pour la stabilisation interne et régionale. Je vous laisse suivre ce commentaire. Depuis le 1er janvier, la Somalie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, un rôle mensuel confié successivement aux 15 membres du Conseil qui place Mogadiscio au cœur des discussions internationales sur la paix et la sécurité. Membre non permanent pour la période 2025-2026, la Somalie est chargée, durant ce mois, de diriger les réunions, de coordonner l'ordre du jour et de mener des consultations diplomatiques. Cette présidence marque une étape significative dans le retour progressif du pays sur la scène internationale après plusieurs décennies de conflits et d'instabilité institutionnelle. Cette visibilité diplomatique intervient toutefois dans un contexte national encore fragile. La Somalie reste confrontée à des défis sécuritaires persistants, notamment la lutte contre le groupe armé Chebeb, ainsi qu'à une situation humanitaire préoccupante avec des millions de déplacés internes et une forte dépendance à l'aide internationale. Sur le plan régional, la présidence somalienne s'inscrit dans une dynamique de coopération accrue au sein de la Corne de l'Afrique, notamment avec l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement autour des enjeux de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de stabilité maritime. Pour Mogadiscio, l'enjeu est double: consolider sa crédibilité diplomatique et mobiliser un soutien international durable face à ces défis sécuritaires, politiques et humanitaires. Une présidence d'1 mois, mais une visibilité appelée à peser sur la place de la Somalie dans les équilibres régionaux et internationaux à venir.
Selon les Nations Unies, l'Afrique connaît une augmentation significative des migrations informelles, principalement liées au travail. Sous l'effet combiné de la pression démographique, du manque d'opportunités économiques et des défis de gouvernance, c'est un phénomène appelé à s'intensifier dans les prochaines décennies. Un commentaire. Une hausse marquée des migrations informelles, principalement sous forme de migration de travail à l'intérieur du continent. Selon les estimations des Nations Unies, l'immigration intra-africaine a augmenté de 25% en une décennie, passant de 12 millions de personnes en 2015 à près de 15 millions en 2024, un chiffre probablement sous-estimé en raison du caractère informel de ces flux. Dans un contexte marqué par la pression démographique, la faiblesse des opportunités économiques et des défis de gouvernance, près de la moitié des Africains envisagent d'émigrer selon les enquêtes Afrobaromètre. Une tendance appelée à se renforcer alors que la population du continent pourrait atteindre 2,4 milliards d'habitants d'ici 2050. En Afrique de l'Ouest et centrale, environ 70% des migrations sont liées au travail, souvent saisonnier, vers des pôles économiques comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria. En Afrique de l'Est, les flux sont structurés autour de plusieurs corridors majeurs, notamment vers la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique et l'Afrique australe. En Afrique australe, l'Afrique du Sud reste la principale destination, accueillant environ 1,4 million de travailleurs migrants, principalement issus des pays de la SADC, dans un contexte aggravé par la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, si on parle de l'Afrique et ce qui se passe en Afrique, on ne peut pas rater l'occasion de parler de la Coupe d'Afrique des Nations en sport et plus spécifiquement l'Égypte qui se prépare à affronter lundi le Bénin à Agadir pour les 8e de finale. Cette affiche opposera des pharaons solides depuis le début du tournoi à des guépards in extremis. Malgré une lourde défaite face au Sénégal 3-0, lors de la dernière journée de la phase de poule, le Bénin avait validé son billet parmi les meilleurs troisièmes avec 3 points. Invaincue et convaincante lors de la phase de poule, l'Égypte aborde ce rendez-vous avec le statut de favorite. Face à elle, le Bénin devra afficher un tout autre niveau de jeu pour espérer déjouer les pronostics et prolonger son parcours. En cas de victoire, les Pharaons s'exposeraient à un quart de finale particulièrement relevé. Et pour plus de détails, des 8e de finale, ou cette phase qui a déjà commencé hier, après un combat rugueux conclu au tir au but, les Maliens, pourtant vite réduits à 10, ont défait 3-2 au tir au but les Tunisiens samedi à Casablanca, et ils défieront le Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur la pelouse du stade de Mohamed V, sous une pluie battante, le duel entre les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali n'a pas atteint les sommets d'élégance, mais l'intensité et le scénario étaient le premier choix conclu dans une séance de tir au but étouffante. Les Tunisiens, vainqueurs de la CAN en 2004, pensaient avoir fait le plus dur à 2 minutes de la fin du temps réglementaire après un beau geste de Firas Chawat à la 88e minute de la rencontre. En infériorité numérique, les Maliens ont été pris d'assaut et ont fait le gros dos jusqu'à ce qu'ils craquent sur une subtile déviation de Chawat. Fin de notre programme sur l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi. Restez enchaînés sur Nel TV International dans quelques minutes. Une nouvelle transmission en langue anglaise avec ma collègue Amal Mourtor.